Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne. Si vous nous rejoignez, nous sommes en partenariat avec France Bleu Champagne-Ardenne ce soir pour 3 débats consacrés aux élections législatives. Le premier tour, vous le savez, c'est ce dimanche 30 juin, dans 4 jours seulement. Et ce soir, France 3 bouscule son antenne pour vous proposer, comme la semaine dernière, une soirée spéciale avec plusieurs candidats avant d'élire votre député dimanche. Zoom ce soir sur 3 circonscriptions de Champagne-Ardenne. La 3e de l'Aube, la 1re de la Haute-Marne et la 5e de la Marne. On commence tout de suite avec ce premier débat avec les principaux candidats de la 3e circonscription de ce beau département de l'Aube qui compte 66 562 inscrits pour environ 105 800 habitants. 4 candidats qui sont présents ce soir en plateau dans le respect de l'équité des règles de l'Arcom. Bonsoir Angélique Ranck. Bonsoir. Vous êtes la députée sortante de cette circonscription pour le Rassemblement national. Olivier Girardin, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes candidat PS pour le nouveau Front populaire, maire de la Chapelle-Saint-Luc, près de Troyes depuis 2008, c'est bien ça ? D'ailleurs, prêt à renoncer à votre mandat si vous êtes élu député ? Je devrais choisir. Vous devrez choisir. Didier Leprince, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous êtes candidat Les Républicains, vous êtes maire de la commune de Fontvannes, vous êtes conseiller départemental du canton d'Aix-Villemort-Palisse, vous êtes également président de l'agence départementale du tourisme de l'Aube, un bon connaisseur du département. Tout à fait, merci. Et puis Luc Scherrer, bonsoir à vous. Vous êtes candidat pour le Renaissance, la liste Ensemble pour la République, et vous êtes également directeur d'un magasin de sport du côté de Lavaux. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et puis plusieurs autres candidats qui se présentent dans cette circonscription, qui sont en lice pour ce premier tour dimanche. Vous les voyez apparaître à l'écran. Alors avant de pouvoir nous dire un peu pourquoi vous vous êtes lancé dans cette campagne éclair, explorer le programme que vous défendez, je propose un tour d'horizon de cette 3e circonscription pour en voir les contours. Cette circonscription se trouve dans le nord-ouest du département de l'Aube. Un aperçu tout de suite en images avec Edwige Réau. La 3e circonscription de l'Aube regroupe des communes du nord-ouest du département. Romilly-sur-Seine, Marigny-le-Châtel ou Barberet-Saint-Sulpice à côté de Troyes. 105 000 habitants vivent principalement de l'agriculture et de l'industrie, notamment avec la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Dans cette circonscription, 11 candidats s'opposent lors des législatives de 2022. Le député sortant LR Gérard Menuel ne se représente pas après 4 mandats. C'est Baptiste Gatouya qui se lance dans la course pour LR. Angélique Ranck est la candidate RN. Laetitia Beury de Renaissance, celle d'Ensemble pour la majorité présidentielle. Et Gaëtan Céphals représente la gauche unie avec la NUPES. Lors du premier tour, Angélique Ranck arrive largement en tête. La candidate RN se qualifie pour le second tour avec Laetitia Beury d'Ensemble pour la majorité présidentielle. Lors du second tour, le 19 juin 2022, les électeurs confirment leur préférence pour la candidate RN. Angélique Ranck est élue à l'Assemblée nationale avec 51,65% des voix. Mais l'abstention est forte. 56% des électeurs ne se déplacent pas pour ce second tour. En 2024, la 3e circonscription de l'Aube, à la fois urbaine et rurale, est très disputée. Le taux de chômage élevé et la baisse du pouvoir d'achat pourraient influencer le vote des plus de 66 000 électeurs de cette circonscription. Et on va parler ce soir bien sûr de pouvoir d'achat, de sécurité, de services publics et d'énergie. Mais d'abord, Angélique Ranck, vous êtes députée sortante de cette circonscription, on l'a vu. Pourquoi vous repartez en campagne ? Quelles sont vos motivations principales pour tenter de conserver votre siège à l'Assemblée ? Eh bien, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il me tient profondément à cœur de poursuivre mes engagements de campagne lors de la campagne des élections législatives de 2022. Ceux d'être une députée de proximité, de terrain, chose que j'ai faite pendant ces 2 années de mandat, fort de mes plus de 400 déplacements au sein de la circonscription, mais également d'être une députée assidue à l'Assemblée nationale, dont l'opposition de la politique appliquée par Emmanuel Macron dans son gouvernement. C'est une chose également que j'ai réussi à faire au cours de ces 2 dernières années, puisque je suis parmi les 100 députés les plus actifs au sein de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, si je me présente, c'est dans le but d'obtenir une majorité absolue pour mon mouvement, le Rassemblement national, et envoyer Jordan Bardella à Matignon pour être notre Premier ministre. Olivier Girardin, est-ce que vous avez hésité
à vous lancer dans cette aventure, dans la campagne pour ces élections-là? Forcément. C'était pas prévu, pour personne. Et donc, la réflexion a dû être forte dans ma famille, auprès de mon équipe municipale. Je suis évidemment très attaché à la Chapelle Saint-Luc, très attaché à mes mandats locaux. Je le rappelle, maire depuis 2008. Mais le contexte dans lequel nous agissons, le fait que la gauche, en cette circonscription, représente un poids électoral important, fait que je ne pouvais pas me défiler. Madame Ranck évoquait à l'instant son souci d'être renouvelée. J'évoque à mon tour le souci qu'elle soit battue. Et c'est mon investissement pour cette circonscription, avec des valeurs qui sont toujours les miennes, le progrès social, la concorde sociale et la concorde nationale, pour que ce pays relève la tête et relève les manches. Didier Leprince, quelles valeurs vous défendez aussi? Qu'est-ce qui vous a animé dans cette campagne-là? En fait, c'est très simple. C'est 30 ans de vie pour ma commune, avec des équipes municipales qui se sont succédées. C'est 20 ans de département, avec une histoire aussi préalable dans le monde associatif. C'est 40 ans de vie professionnelle aussi à Troyes, dans le Grand Est. Et j'ai bouclé la demande de mon patron à l'époque sur Paris pendant 10 ans. Et au soir du résultat des élections européennes, je me suis vraiment interrogé et j'étais inquiet pour mes concitoyens, tout simplement. C'est ce qui vous a donné envie de vous lancer? Avec l'accord de mon épouse, avec l'accord de mes enfants, je suis papy depuis 15 mois. Mes enfants m'ont dit, papa, t'as donné toute ta vie au territoire, à ta commune, au département. Aujourd'hui, je pense qu'il serait important, même si le petit va attendre un peu pour te voir en Savoie, il me semble important que tu aies porté toutes ces valeurs, cette droite sociale, républicaine, gaulliste, au plus haut niveau de la nation. Je pense qu'un maire peut éclairer les lanternes de nos grands décideurs, et c'est tout l'enjeu de ma candidature. Luc Scherrer, aussi en quelques mots, vous êtes donc chef d'entreprise, on l'a dit. Quel message vous voulez donner avec votre candidature pour les législatives? Déjà, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Moi, je suis aujourd'hui engagé, effectivement, je suis chef d'entreprise à côté de ça. Je suis le seul à l'heure actuelle à être 100% dans le privé. Je m'engage tout simplement parce que je pense qu'il est nécessaire que les jeunes qui ont l'envie, la détermination, le courage d'y aller, on doit y aller. Moi, j'aime profondément la France. Je pense que la France m'a tout donné. Je suis arrivé dans un pays libre, je suis né dans un pays libre. J'ai eu l'éducation grâce à la France, ça m'a permis de me donner de très bonnes valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où il faut les défendre. Donc moi, je suis là pour lutter contre les extrêmes, autant bien droite que gauche. Et c'est pour ça que je suis là pour me présenter aujourd'hui et pour pouvoir gagner cette circonscription, pour représenter au mieux à l'Assemblée nationale les Françaises et les Français qui aujourd'hui veulent lutter contre les extrêmes. On va continuer avec vous, si vous voulez bien, Luc Scherrer, pour parler du pouvoir d'achat, qui est un thème qui préoccupe bien évidemment la majorité de nos concitoyens. Quelles seraient les mesures que vous pourriez proposer si vous êtes élu député pour favoriser le pouvoir d'achat, en gros, pour faire en sorte que les ménages, ceux qui nous regardent, ne soient pas dans le rouge vers le 10 ou le 15 du mois, comme ça peut être le cas bien souvent? Beaucoup de Français et de Françaises, quand je peux échanger avec eux, effectivement, me parlent de pouvoir d'achat. C'est aujourd'hui une vraie question, et c'est souvent des problématiques aussi de vie. On sait qu'on doit agir là-dessus. On est aussi dans un moment de la conjoncture qui est quand même très particulière. On a enchaîné une crise Covid, une crise aujourd'hui inflationniste liée finalement à la guerre en Ukraine essentiellement, où aujourd'hui, bien évidemment, on se bat contre cette guerre et contre les Russes. Donc aujourd'hui, on a une vraie difficulté économique liée à cette guerre. Forcément, il y a eu beaucoup d'inflation. Nous, on a des vraies mesures concrètes. Alors par exemple, je sais que vous voulez baisser les cotisations, par exemple. Il y en a plusieurs. La première, effectivement, celle que vous exprimez, c'est baisser les cotisations des charges sociales et patronales du SMIC à 2 000 € pour ceux qui gagnent 2 000 €, pour permettre finalement d'augmenter les salaires plus facilement. Et on veut aussi limiter les effets de seuil pour tout ce qui est aide sociale, parce qu'aujourd'hui, par moment, quand on est augmenté de quelques euros, on perd une aide. Et forcément, ça ne pousse pas ni l'employeur, ni l'employé à vouloir travailler plus. Et aujourd'hui, on veut enlever ces effets de seuil. La deuxième grande mesure, c'est que dès cet hiver, notre Premier ministre l'a annoncé, il y aura une baisse de la facture d'électricité de 15% grâce finalement à la nouvelle réforme qui a été menée sur l'Union européenne sur le prix de l'énergie. Le calcul est bien différent et aujourd'hui, avec une France forte sur le nucléaire, cela va nous permettre de baisser l'énergie de 15%. On a une troisième mesure phare, c'est sur les frais scolaires.
dès septembre. Il y aura aussi une baisse forte avec moins 15% grâce à des achats groupés qui permettront à peu près un gain moyen de 50 € par enfant. Donc vous savez comment financer toutes ces baisses de charges, toutes ces baisses de cotisations, tout ça, c'est pour vous pas un problème? Effectivement, notre programme est 100% financé aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas le cas de toutes les personnes autour de cette table. Nous, aujourd'hui, tout est financé, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir des mesures fortes qu'on va pouvoir... Comment vous le financez? Non, parce que c'est bien de dire que vous le financez. Comment vous le financez? Le Premier ministre l'a présenté hier, vous avez eu pas mal d'éléments. Aujourd'hui, de manière, tout ce qui est aide, j'en ai pas parlé, de l'aide, par exemple, dite Macron, où ça sera jusqu'à 10 000 € que les entreprises sans charge salariale et charge patronale, qui vont pouvoir être versées, quand avant c'était 3 000 ou 6 000 €. Par exemple, sur celle-ci, dans tous les cas, ça coûte pas plus cher, parce que soit il n'y a pas d'aide, soit il n'y a pas de prime versée, et dans tous les cas, ça ne rentre pas de charge sociale. Pour, par exemple, les affaires scolaires, c'est tout simplement pour des économies d'échelle négociées de gros. Donc là, ça va être avec les distributeurs, ça va être négocié. Ça, c'est pas de la recette, monsieur. Alors, sans chef d'entreprise. C'est pas ce que vous Bien me sûr, donnez, je vous plus demande un, comment pas vous le d'argent. financez et vous me Alors, répétez. expliquez-nous, et vous, Olivier Girardin, pour le nouveau Front Populaire, le PS, vous avez une mesure qui est assez emblématique, c'est un SMIC à 1 600 € net, notamment. Comment vous faites, vous aussi, pour aider nos concitoyens sur le pouvoir d'achat? Vous avez différentes mesures. Est-ce qu'elles sont financées? Expliquez-nous. Il faut à un moment donné, et c'est ce que je vise dans les réponses de M. Gérard, c'est-à-dire qu'il faut accepter de dire qu'on va augmenter un certain nombre d'impôts. Et il se trouve qu'on a de la marge, puisque depuis 2017, ils n'ont fait que baisser les impôts des plus riches. Mais vraiment, vraiment beaucoup baissé, à tel point qu'aujourd'hui, la Commission européenne, qui vient de nous mettre en demeure pour déficit excessif, vient de faire la référence à 50 milliards par an de baisse d'impôts sur les plus hauts revenus, sur l'IS, qui ne sont pas fléchés et qui n'ont pas de contrepartie. Donc, comment on va financer? C'est très simple. Et en même temps, c'est ardu, mais c'est indispensable. Aujourd'hui, le SMIC est à 1 398 € net. Avec le seuil vous, de vous pauvreté, voudriez le mettre à 1 600. le seuil de pauvreté est à 1 168 €. Voilà. Nous sommes à 200 € quand on gagne le SMIC d'être au seuil de pauvreté. Ça n'est plus tolérable, ça n'est plus acceptable. Il faut augmenter les salaires parce que qui dit salaire dit cotisation sociale, dit consommation immédiate, et consommation immédiate, ça fait des rentrées fiscales. Et comment convaincre les est une partie entreprises de la d'augmenter les salaires? Alors, non mais le SMIC, ça sera une obligation. sujet est Ensuite, sur il y la aura une croissance. conférence. Le Il sujet y aura est une sur la conférence et il y aura une conférence pour mener ce travail et un financement qui sera attaché à surtout les petites et moyennes entreprises. Moi, je vois notre département et ma collectivité. Il est maire de Fontvannes, je suis maire de la Chapelle-Saint-Luc. Vous m'annoncez 10% d'augmentation du point d'indice. Je mets la cabine, je mets la niche sur la tête du chien. Donc, on a besoin de compensation, on a besoin d'aide pour refaire partir la machine. Mais pour ça, il faut assumer qu'on a trop baissé les impôts sur les plus riches, les plus fortunés. Et il faut, à un moment donné, non seulement pour des raisons de justice fiscale, mais pour des raisons aussi de redémarrage de la machine économique, alimenter celle-ci par un certain nombre de... Et je vous le dis, c'est 92% des Français qui ne verront pas leur feuille d'impôt bouger. C'est 90% des entreprises qui ne seront pas touchées par les règles que nous mettrons en place. Donc, c'est possible, mais il faut accepter de revenir sur un certain nombre de mesures qui ont pu avoir un intérêt si vous le souhaitez, mais qui, dans tous les cas de figure, après les crises qu'on a connues, ne sont plus acceptables et ne sont plus performantes sur le plan de l'économie de ce pays. Je suis partagé. Didier Leprince, sur le pouvoir d'achat, puis après on fera un tour de table. Didier Leprince. Je suis partagé. Je dirais à M. Scherer que c'est bien d'envoyer un coup 3 000, un coup 10 000, mais les Français sont là de ces mesures à court terme, à très court terme. Il faut arrêter. Il faut dire aux Français, il faut dire aux chefs d'entreprise qu'à un moment donné, on se cale sur un plan, on en parle ensemble. Il faut que ça serve à tout le monde. Pour moi, le seul prisme du pouvoir d'achat ne suffit pas. C'est un prisme global. Qui donne du travail à nos concitoyens? Ce sont les chefs d'entreprise. Donc le sujet, il est sur la croissance, donc permettre aux chefs d'entreprise de créer de la richesse et que ces richesses soient redistribuées à celles et ceux qui font le travail. Donc sur ce sujet-là, c'est quoi? C'est peut-être baisser les taux d'intérêt, c'est peut-être bien sûr conserver le système de santé qui est essentiel, c'est aussi, dans une démarche, je dirais, collective, d'aborder tous les sujets qui nous font. On a une économie dans notre pays, c'est le tiers-État en 1789. On n'a fait que ajouter de gouvernement en gouvernement des charges aux entreprises. Où je ne suis pas d'accord avec Olivier, c'est quand tu dis que le fait d'avoir levé l'impôt, on est passé de 33 à 26%,
sur l'IS, et ça, effectivement, c'est le président Macron, je ne suis pas d'accord, et de loin, avec tout ce qu'il a fait, mais sur ce sujet-là, il a quand même permis de réindustrialiser le pays, et dans l'Aube, on a 2 cas typiques. C'est le coq sportif, et c'est Lacoste. Donc, à un moment donné, je pense que de taper trop sur l'impôt, les capitaux aujourd'hui reviennent quand même sur le territoire français, et ça me semble essentiel. Donc, le sujet du pouvoir d'achat, et j'entends quand on augmente un collaborateur de 100, ça coûte 400, et donc je ne souhaite pas, je préfère y payer son plein d'essence. Il faut un sujet qui maîtrise l'équilibre, qui maîtrise du sens, entre redonner ce pouvoir d'achat à nos concitoyens. C'est pas ça au SMIC, c'est pas 1 pour 4. Pas du tout, on est d'accord. Oui, parce que c'est allégé. Mais celui d'après, c'est très allégé. Alors, on va terminer le tour de table sur le pouvoir d'achat. Donc, le sujet, il est vraiment dans donc, les entreprises, aider les entreprises, libérer les entreprises. Il y a 6 points forts dans le programme. Il y a 6 points forts dans le programme qui permettent, en faisant peu de choses, en étant dans l'équilibre, de recréer ce pouvoir d'achat, mais recréer surtout de la richesse et de la distribuer. Ouais. Voilà le sens. Angélique Franck, le pouvoir d'achat, c'est aussi un sujet de préoccupation pour les électeurs que vous rencontrez. Il ne faut pas que ce soit des magots, on sait bien. Bien sûr. Quelles sont les mesures importantes? On sait que vous voulez baisser la TVA sur l'énergie notamment, mais quelles mesures vous proposez pour augmenter le pouvoir d'achat des concitoyens? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais rebondir sur ce SMIC à 1 600 € qui est annoncé et avancé proposé par le nouveau Front populaire. Proposé par le nouveau Front populaire, la NUPES 2.0. Moi, je pense à tous ces chefs d'entreprise au sein de notre circonscription, au sein de notre territoire, qui aujourd'hui peinent avec les charges fiscales qu'ils ont sur les épaules à se dégager un salaire. Oui, nous avons au sein de notre circonscription des chefs d'entreprise qui vont payer effectivement leurs salariés, mais qui se dégagent très très peu de salaire. Donc, les propositions que nous faisons, ce sont des propositions qui sont définies, claires, qui sont pragmatiques surtout, et qui permettraient donc aux chefs d'entreprise d'augmenter à la hauteur de 10% les salaires qui sont sous la barre des 3 SMIC et demi, avec une exonération des charges patronales. Mais tout ça appauvrit le pays, puisque tout ça appauvrit les cotisations sociales. Enfin, personne ne le dit, mais à force de faire semblant d'augmenter les salaires sans alimenter les caisses sociales, on finit par tuer son chien en disant qu'il a la rage. C'est-à-dire qu'on dit après, il y a des déficits sur le plan social, du coup on ne fait pas. Et je suis désolé, mais 90% des salariés, des chefs d'entreprise, donc la quasi-totalité des chefs d'entreprise au bois, ne seraient pas touchés par les mesures que nous prendrions, puisqu'ils seraient compensés, eux. La question c'est, je ne comprends pas pourquoi les uns et les autres, ici, vous n'acceptez pas de considérer que les immenses fortunes se sont accumulées et grèvent énormément nos recettes. C'est pas un problème idéologique, c'est un problème de temps aujourd'hui. Angélique Franck est un peu en retard au niveau du temps de parole. Qu'est-ce que vous faites pour voilà, c'est une mesure, on n'a pas les entreprises, mais pour ceux qui gagnent un salaire peut-être autour du SMIC, voire un peu plus, ces classes moyennes dont on parle tant, qu'est-ce que vous faites pour elles? Je vois que vous voulez baisser la TVA à 5,5 sur l'énergie. Est-ce que c'est une de vos mesures phares? Est-ce qu'il y a d'autres mesures pour faire en sorte que le compte ne soit pas dans le rouge à la moitié du mois, par exemple? Écoutez, oui, c'est tout à fait... Soyons concrets. C'est une priorité de baisser la TVA sur les énergies. Nous sommes dans un territoire rural. Les Français, les Aubois, ont besoin de leur véhicule pour se déplacer. C'est 30 km par jour qui sont réalisés pour aller travailler aujourd'hui. Donc baisser la TVA sur les énergies, que ce soit le fioul, que ce soit l'essence, que ce soit le gaz, l'électricité, de 20 à 5,5%, permettra effectivement de donner un souffle aux Français. Mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Ça paraît très simple, en fait, comme si on bougeait un curseur. Et c'est compensé, c'est financé, tout ça, de votre côté? Alors, c'est effectivement financé et compensé. Nous avons d'ailleurs la Fondation IFRAP qui a à nouveau sondé et chiffré nos programmes. Nous, il s'avère que nous aurions une perte de 9 milliards, un peu plus de 8 milliards, parce que nous souhaitons tirer des recettes dans les niches fiscales. Je pense également à l'aide médicale d'État, lancer un audit aussi. Nous avons l'intention de lancer un audit qui permet d'avoir une visibilité sur les comptes publics, parce que nous avons bien vu
Donc Mais si on... attendez, l'Union il faut que ça européenne aille La baisse de la Votre programme, c'est TVA, 300 faillite. milliards de plus. Hein. exonération de charges, vous vous est-ce qu'il y trompez a... peut-être. Et les filles, c'est pas de 600 sujet. milliards. Est-ce qu'il y a un autre point important Soyons sur le sérieux. pouvoir d'achat, à part la baisse de la TVA? Bien sûr, Et nous ça- nous en parlerons un peu plus tard, mais nous avons un parc nucléaire qui nous permettrait aujourd'hui, si nous sortions, nous renégocions à nouveau les règles de tarification de l'électricité appliquées par l'Union européenne, permettrait d'avoir un prix français de l'électricité. Donc, Très bien. je n'oublie pas que nous avons énormément de Français qui ont investi dans notre parc nucléaire depuis les années 70. Aujourd'hui, ils doivent en tirer un bénéfice. Luc Ferrer, puis on écoutera Olivier Richard, un autre candidat, à quelques instants. Moi, je reviens juste sur ce que la NUPES 2.0, le nouveau Front populaire avec Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, ce qu'il propose, ce SMIC à 1 600 € net, en fait, ça va. Moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très inquiets. Ça va enlever à peu près 500 000 emplois. On est incapable aujourd'hui d'augmenter autant le salaire au SMIC. On sait très bien qu'on sera plus compétitif, les entreprises ne pourront pas payer les salaires, et derrière, ce qui va se passer, c'est que ça va faire du chômage de masse. Ça fait maintenant, depuis 2017, on est passé de 10 points de chômage à 7,5. Donc on est à mi-chemin pour arriver au plein emploi. On doit continuer à la réindustrialisation en France. On a des très bons exemples, Didier Leprince les a cités juste avant, pour réindustrialiser. C'est pour ça qu'on a passé effectivement certaines taxes pour les entreprises. Mais aussi, nous, ce qu'on a décidé, c'est d'augmenter aucun impôt jusqu'à 2027. Donc aucun impôt sera augmenté pour les Françaises et les Français. Ça fait partie des mesures phares également qu'on a prévues. On écoute... Il y a un sujet qui est à prendre en charge, c'est l'immobilier. Et c'est le logement. Il est totalement lié au sujet quand même du pouvoir d'achat. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que député? C'est pas forcément évident. Non, mais il y a une chose qui est très simple. Aujourd'hui, il y a des couples qui travaillent tous les deux, et c'est une chance, hein, qui pourraient avoir remboursé une maison dont ils deviennent propriétaires, qui leur coûterait une mensualité qui leur coûterait moins cher que leur loyer. Seulement, taux d'intérêt, apport. Donc c'est un vrai sujet, effectivement, sur la baisse des taux d'intérêt et sur les financements et sur la capacité à ces jeunes couples de pouvoir accéder à l'immobilier, accéder à un bien personnel. Et sinon, Nous, dans le programme, on a prévu d'exonérer Donc- tous les jeunes couples donc, encore une vis-à-vis fois, des frais de le notaire. pouvoir d'achat, c'est pas seulement le SMIC, c'est pas seulement donner 100, 200, 300. Mais C'est- oui, sur les frais C'est de notaire, je tout un rebondis. écosystème qu'il Je faut rebondis là repenser. aussi. Qui va compenser Ah oui, non, mais la suppression c'est- des frais de notaire pour les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros, hein. Ça, c'est comment vous compensez ça? C'est une action effectivement sur le logement qui est lancée pour pouvoir accompagner les jeunes, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a une vraie difficulté d'accéder à la propriété. Donc ça c'est effectivement quelque chose que l'État va prendre en charge, qui va finalement... Parce que compenser ça au arrive dans les départements. départements, et ça Et arrive c'est dans de les l'argent qu'on a communes. mis de côté. Il a très bien expliqué Gabriel Attal il y a quelques jours. C'est de l'argent qu'on a mis de côté. C'est Il l'a compensé. annoncé depuis quelques mois déjà cette mesure. D'accord. Et en fait, elle a été mise de côté cet argent pour pouvoir aujourd'hui aider les primo-accédants à accéder au logement. On sait que c'est un vrai sujet pour les Françaises et les Et le- Français Très bien. qui nous Et écoutent ce soir. le logement sur la 3e circonscription, c'est 10 000 logements avec le projet de PR. On va juste 10 arrêter milliards, 10 000 30 logements. secondes si vous voulez bien pour écouter Olivier Richard qui est candidat dans votre circonscription pour le parti d'hiver droite. On l'écoute et on en reparle juste après. Ce qui est encore le plus simple, c'est de laisser aux Français le fruit de leur travail. Donc pour moi, sur le pouvoir d'achat, l'idéal, ce serait de baisser les impôts sur le revenu. Quand les Français voient leur brut et leur net, il y a tout de suite un choc dans la tête des travailleurs et des salariés. Et je pense que le plus simple, ce serait de baisser les impôts sur le revenu. Et on va passer à la sécurité, deuxième thème de notre débat ce soir, le temps file vite, avec différentes propositions. Olivier Girardin, alors on le sait, hein, la circonscription est rurale, mais parfois a aussi une demande en termes de sécurité pour voilà, la tranquillité de chaque personne qui y vit. Quelles sont les propositions du nouveau Fonds populaire pour si vous êtes élu député, par exemple? La première chose, c'est que je redis sur la conclusion sur le débat économique, il n'y a pas un candidat autour de cette table, à part moi, qui a chiffré quoi que ce soit de ces propositions. Premièrement. Deuxièmement, à moi, on me demande de chiffrer à l'euro près le coût des mesures. Deuxièmement, je le dis tranquillement pour mes collègues masculins en l'occurrence, mais Madame Rank va s'y mettre dans quelques secondes, je ne suis pas LFI, je suis socialiste, je resterai socialiste, et donc faire peur aux enfants avec Mélenchon Premier ministre, ça commence à bien faire. C'est un débat sérieux que vous avez précipité. Et si on est là, c'est à cause du président de la République et à cause de personne d'autre. Donc, on va arrêter les petits éléments de langage à 2 balles sur le thème ça va pas parce que vous comprenez, Monsieur Mélenchon, il va être Premier ministre. Non, Monsieur Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Et moi, je ne voterai jamais la confiance à un gouvernement qui sera
qui serait gouverné par M. Mélenchon pour une raison très simple, c'est que son profil ne correspond pas à ce qu'il est nécessaire. Il faut apaiser la société et M. Mélenchon a décidé de la brutaliser pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont parfaitement respectables selon lui. Voilà. Non, mais je le dis. Les uns les autres sont rassurés. Pour la sécurité, une police de proximité pourrait être un enjeu, une possibilité si mais la votre parti sécurité, l'emporte. si vous voulez, moi, je suis maire depuis 17 ans et j'ai renforcé les moyens de la sécurité sur mon territoire. À la chapelle Saint-Luc, on le rappelle. Avec un continuum entre les histoires liées à la prévention. J'ai renforcé le dispositif qui permet aux enfants, aux jeunes d'avoir des référents sur le quartier, notamment dits sensibles, en permanence, renforcer les moyens des associations, le sport. Aujourd'hui, il y a une mesure très simple qui est que quand un enfant est expulsé du collège, il n'est pas dans la rue, il est pris en charge, il fait un certain nombre de travaux d'intérêt général avec la mairie et ça évite que ce gosse traîne dans la rue. Ensuite, une autre mesure, puis après on passe aux candidats. Non mais moi, je peux vous parler concrètement. Mais bien sûr. On met les moyens sur la sécurité parce que c'est indispensable de rassurer la population. Donc une autre mesure très concrète pour ceux qui nous regardent sur la sécurité du NFP. Mais je viens de vous en donner 2 en un rien de temps. Il faut renforcer les moyens de la police de proximité. Et renforcer, évidemment, ça veut dire remettre des policiers et réengager des policiers. Il se trouve que sous l'ère de M. Sarkozy, on a, sous prétexte de supprimer la police de proximité, supprimé énormément de postes de policiers. C'était une erreur dramatique. Didier Leprince, pour le parti des Républicains, quelle est la mesure phare que vous proposez sur ce thème de la sécurité? Sur ce sujet, je rappellerai quand même que dans le département de l'Aube, on va avoir 4 nouvelles gendarmeries. On s'est battu pour et on va les avoir. Le sujet de la on ne sait pas quand, mais on les aura. Ça y est, mais elles sont actées, elles sont validées. Ouais. Que je veux dire sur le sujet de la sécurité, il embarque le sujet de la justice. Il embarque le sujet de l'éducation. Un jeune qui se construit sainement dans sa famille, à l'école, et dans ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le sport, la culture, la jeunesse, donc comment il trace sa vie dans un mode de vivre ensemble, on s'épargne de le retrouver demain, effectivement, sur les bancs de la prison. Les policiers font leur travail. Les policiers font leur travail. Alors qu'est-ce qu'on change concrètement? Ce qui manque, il manque des prisons dans notre pays. Moi, je suis pour, et nous sommes pour une sanction immédiate. J'ai des tas de cas, y compris dans mon village, à 17 km de Troyes, mon petit voisin, qui se permettait de gagner très très bien sa vie en vendant des ruines. Et personne ne voyait rien. Je vous passe les gamins dans les cités qui disent à leur père, hey, s'il te plaît, moi je gagne un week-end que toi tu n'es même pas capable de ramener dans le mois. Donc c'est moi qui te nourris. Il faut qu'on renverse tout ça, c'est plus possible. Il faut un principe d'autorité. Plus de moyens pour la police. Mais pour la police. Alors qu'il on le sait, c'est tout extraordinaire. Hyper misé sur le sport, la culture, la jeunesse. Mais ce qu'il faut aussi, c'est les médiateurs. Moi j'ai vu récemment à Nogent-sur-Seine, tout simplement à Nogent-sur-Seine, une dame qui me dit moi je viens de Paris, j'en pouvais plus. Elle me dit regardez comme c'est bien. Il y a les dames qui est d'origine asiatique qui nous a fait à manger, les dames qui est d'origine marocaine qui nous a fait à manger. Il y a les médiateurs qui sont là, les petits jouent, moi j'y viens installer des jeux. Il faut recréer ce vivre ensemble. En attendant, pour ceux qui dérivent, je dis c'est sanction immédiate. Il faut donner les moyens de la sanction immédiate, certes avec nos policiers, avec nos médiateurs qui vont surveiller nos secteurs, et bien sûr que la justice derrière puisse être en mesure de faire son travail, tout simplement. Angélique Ranc, pour le Rassemblement national, si vous êtes réélu député, quelles seraient les mesures phares sur la sécurité, pour être très concret là encore? Déjà, ça fait des décennies que cette problématique de la sécurité est décriée par tous les Français. Donc il y en a assez qu'il y ait un laxisme judiciaire, alors que nous avons des forces de l'ordre qui font un travail considérable, mais qui, après une arrestation, va voir cette personne, ce délinquant, être à nouveau dans un cas de récidive, va à nouveau récidiver la semaine suivante. Donc ce que nous souhaitons rétablir dans un premier temps, ce sont les peines planchées, qu'une ministre socialiste avait d'ailleurs abrogées. C'est-à-dire, pour être précis, remettre une peine planchée, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il y a eu un délit, il y a une peine derrière. Donc, il n'y aura pas de sursis. Donc, en récidive. Il n'y a pas de récidive. Elles concerneront exclusivement les infractions liées aux stupéfiants et également aux atteintes aux dépositaires de l'autorité publique. Ensuite, dans un second temps, nous souhaiterons également appliquer la politique casseur-payeur.
Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons vu dans le cadre des émeutes, nous avons eu des dégradations de services publics, de biens de services publics. À Troyes notamment, à la maison de Notamment quartier. à Troyes, on effectivement. s'en Nous souvient, avons des eu CELARD. des bureaux tabac, nous avons régulièrement des abribus. Aujourd'hui, celui qui casse, c'est celui qui doit payer. Les Français en ont marre de payer pour toujours les mêmes. Luc Scherrer, pour votre parti, quelle serait là aussi la mesure phare en matière de sécurité ? Je me permets juste de revenir sur cette alliance quand même qui me fait des fois un peu, au-delà de douter, mais cette NUPES 2.0, c'est que moi j'ai des parents qui ont toujours voté PS, historiquement gauche, et c'est vrai qu'ils sont profondément aujourd'hui déçus, trahis, et c'est pour ça qu'ils se rabattent sur le vote utile plutôt de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, c'est quand même une alliance avec Poutou, Mélenchon et Glucksmann. Donc ça n'a aujourd'hui aucun sens, et on sait très bien qu'ils ont fait un mariage pour quelques semaines. Pour quelques semaines, alors vous avez fait un mariage pour ensuite divorcer, on le sait très bien, on l'a vu avec la NUPES classique. Aujourd'hui, la NUPES 2.0, alors, si le lendemain des élections. Si on revient sur la sécurité, qui était ma question, il n'y a plus d'excuses de minorité, c'est ça l'une des mesures phares ? La sécurité, on a plusieurs choses, effectivement. Alors, je remets un petit peu ce qui appartient finalement à la majorité présidentielle. On a décidé de mettre plus de forces de l'ordre. Aujourd'hui, on a 17 500 postes qui ont été ouverts sur la candidature d'Emmanuel Macron. On avait 10 000 qui sont déjà arrivés, on a 7 500 qui vont arriver, et effectivement, plus de 200 postes de gendarmerie supplémentaires, dont 4 qui seront dans l'Aube, qu'on a décidé et qui vont arriver d'ici les quelques années qui vont suivre. On sait que c'est un vrai sujet pour les Françaises et les Français, parce que la sécurité, ça nous touche tous, des cambriolages, des petites infractions et tout ça. On sait qu'on doit prendre ce sujet en main et rajouter de la police de proximité. C'est ce qu'on fait avec ces mesures d'Emmanuel Macron, qu'on a mis en œuvre. Je me permets juste de revenir sur l'éducation. Pour moi, ça passe aussi par l'éducation, et je prends l'exemple des REP et des REP+, qui ont été lancés, le dédoublement des classes, sur les CP, CE1, classes primaires. En fait, c'est aussi ça, lutter finalement contre la violence, parce qu'on sait que ça passe par l'éducation, par les valeurs de la France, et c'est quelque chose qu'on a déjà fait depuis quelques années et qu'on continuera à faire. Je pense aussi, bien évidemment, au service national universel, qui sera généralisé en 2026. Il y a eu beaucoup de tests dessus, c'est très favorable. On voit que les jeunes, pendant 15 jours, ils passent connaître les valeurs de la France, ils vont visiter des territoires, ils font du sport, ils voient les valeurs françaises, et tout ça, c'est des choses qu'on va généraliser. C'est un peu un nouveau service militaire, on pourrait dire, pour permettre aujourd'hui de connaître les valeurs françaises. Un mot d'Olivier Richard sur la sécurité, puis après on va passer à la ruralité qui vous intéresse dans cette troisième circonscription. Mais d'abord, Olivier Richard, candidat d'hiver droite sur la sécurité. Je pense qu'une des mesures les plus simples aussi, ce serait de faire respecter la loi. Il y a une immigration qui est légale, une immigration qui est illégale. Pour moi, les illégaux, c'est ce qu'on appelle les clandestins, ils ont vocation à retourner dans leur pays. Voilà, ils ont fait une demande de droit d'asile ou de demande de rester en France. Si elle est acceptée, parfait, c'est la loi, il faut l'accepter. Je pense que la France est un beau pays, un pays d'accueil, mais quand on dit non, il faut que ce soit suivi des faits. Donc il y a toutes ces polémiques sur les OQTF où les gens que je rencontre, ils ne comprennent pas pourquoi les gens à qui on dit qu'ils doivent quitter le territoire, ils sont encore là pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc ça demande beaucoup plus de fermeté sur l'immigration illégale. On évoque maintenant ce dernier thème. S'il vous plaît, il ne faudrait quand même pas mélanger le sujet de l'immigration avec le sujet de la sécurité. Oui, après c'est lui c'est Olivier Richard qui sont voilà. Les enfants quand même qui commencent à aller à l'école. La parole engage ce candidat. J'aimerais qu'on parle de la ruralité maintenant, parce que sinon on n'aura pas le temps et c'est très important dans cette troisième circonscription de l'Aube. Ruralité, donc service public. Angélique Ranck, quelles seraient vos propositions pour ceux qui habitent dans ce nord-ouest du département de l'Aube, qui sont parfois éloignés des grandes villes, notamment de Romilly, de Nogent ou de Troyes? Qu'est-ce qu'on fait pour eux concrètement si vous êtes élu député ? Eh bien, je l'ai mis en avant tout à l'heure. Nous sommes dans un territoire très rural, avec des besoins d'utilisation de la voiture pour aller travailler, pour se rendre dans les services publics, pour déposer aussi ses enfants à l'école, pour faire participer aux activités sportives. Donc on fait baisser le prix de l'essence ? Faire baisser, dans un premier temps, effectivement, le coût de l'essence, c'est une mesure qui permettrait de lutter contre ces inégalités et revitaliser les campagnes, parce que c'est un cercle vicieux également. Si aujourd'hui les gens sont éloignés de la ruralité et vont se concentrer en agglomération ou dans les métropoles, c'est parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de vivre à la campagne. Didier Leprince, sur ces services publics, cette ruralité que vous connaissez bien à Fontvannes, quelles seraient les mesures principales ? Je vais juste vous dire que moi, je ne suis pas un candidat politique, contrairement à mes 3 collègues. Moi, je ne représente pas une famille politique, je ne suis pas un appareil de parti. Je suis un maire. Parce que vous n'avez plus de mouvement. S'il vous plaît, on en reparlera d'ici peu. Le candidat que vous avez ici, c'est un homme public. Ça fait 30 ans qu'il donne sa vie à sa commune. C'est une école intercommunale. Je suis allé 2 fois au tribunal pour la créer. C'est pas facile, on n'en voulait pas. Finalement, tout le monde dit que c'est formidable.
C'est une maison d'assistante maternelle. C'est un foyer pour personnes en situation de handicap. 5000 personnes encore en France ne trouvent pas de place. À Fontbonne, on accueille 40 personnes. On a créé 35 emplois. C'est un complexe sportif où les enfants peuvent, 7 jours sur 7, pratiquer du sport ou de la culture. Ça veut dire revitaliser Et oui, les c'est bien zones gentil rurales, de dire c'est qu'il ça faut baisser l'essence pour que les gens ils fassent 40 bornes pour avoir le service. Vous voyez, le département, la région actuellement, se mobilisent pour apporter les médecins au plus près des gens. Dernièrement, grâce à Bouge ton Coq, une association de jeunes connue nationalement, on a ouvert une épicerie solidaire où 30 bénévoles du village se proposent d'aller chercher des produits locaux et les offrir à moins 20, moins 30% par moment, donc du coût de l'achat. Parce qu'à chaque fois que vous vous déplacez pour aller chercher votre pain, vous vous rendez compte, vous faites 10 km pour aller chercher votre baguette de pain. Et on a mis un distributeur pour les personnes qui le demandaient. Ça concerne à peu près 40 à 50 personnes dans le village. Donc encore une fois, il faut ramener les services au plus près de nos habitants. Ma secrétaire de mairie, elle est obligée de mettre la casquette sur le côté. Elle fait postière aussi. Donc elle a le droit de faire 40 heures par semaine, à 1400 € par mois. Donc redonnons à cette ruralité toute son histoire, toutes ses valeurs. Les métropoles en ont besoin pour assurer nos entreprises. Je rappelle que l'Aube est le seul département du Grand Est à prendre encore de la population. Donc contrairement à ce que j'entends, que tout est pourri ici et qu'on va tout régler, je suis désolé. Hein. Ça veut dire que nos élus régionaux, nos élus départementaux, nos élus locaux, nos maires, on fait le travail ici. Donc encore une fois, il faut juste redonner du sens, du vertueux dans toutes nos actions. Par quelle mesure Quelle mesure Par quel programme, par quelle mesure? On l'a compris, l'initiative locale, peut-être Non mais écoutez, on vient de le faire, on vient de faire les assises du tourisme. Les solutions sont simples. Ce qu'il faut juste aujourd'hui, c'est reconnecter l'Assemblée, nos députés, au terrain. J'entends que... On a compris. Mais on ma a compris collègue, parce ma qu'il faut que collègue les qui est autres déjà parlent. régionale, ça ne l'a pas du tout gêné de s'augmenter de 300 € par mois ou les sénateurs de s'augmenter de 800 €. Alors qu'on parle de pouvoir d'achat. Ils ont augmenté quoi Je crois qu'à un moment exactement donné, de 300 €? Oui, Ils ont augmenté quoi oui, de je 300 vous dis €? que les parlementaires, dernièrement, se sont mis une belle augmentation. Dans notre quasiment poche Alors, collectivement. j'aimerais quand même Mais je pense que vous finisse. êtes peut-être en train de déformer, Donc- puisque ça s'agit donc- des frais de mandat. Remettons, s'il vous plaît, à l'Assemblée nos- On nationale. va retourner dans la des hommes- ruralité. Des hommes et des femmes de Écoutez, terrain renseignez-vous un qui petit peu connaissent avant de l'histoire et qui ont démontré vouloir, sur leur territoire candidat à la ce qu'ils députation. étaient capables de faire. Luc Scherer, rapidement et concrètement, pour ceux qui habitent dans des zones rurales, qu'est-ce qu'on fait pour les aider, pour faciliter leur vie? On a 3 grands axes. Aujourd'hui, on sait que les services publics, tout le monde nous le dit, on a envie qu'ils soient plus proches, qu'on ait des guichets uniques. C'est pour ça qu'on a lancé France Service, on a un bilan. 2700 maisons France Service sont déjà présentes, on va arriver à 3000 en 2027. Il y en a 17 dans l'Aube, 6 dans la circonscription 3, pour permettre de recréer du lien avec nos citoyens et pour faire des démarches très simples, une carte d'identité, une déclaration d'impôt, une recherche d'emploi. Bon, France Service permet de faire plein de choses, même pour un auto-entrepreneur. Le deuxième sujet, c'est surtout ce qui est transport en commun. Je pense bien évidemment aux lignes ferroviaires. Aujourd'hui, l'État a aussi un plan, un dispositif pour pouvoir réaménager les petites lignes ferroviaires. C'est le cas, on le voit avec l'électrification de la ligne aujourd'hui de nos gens Romilly 3. Et on a un troisième point pour ajouter... Payé par les collectivités territoriales. Et aussi par l'État en partie. Oui, mais on attend qu'ils nous remboursent. Donc l'État subventionne beaucoup ce attend Par sujet-là. les usagers. On a également l'association 1000 Cafés. 1000 Cafés, c'est une association que le gouvernement aujourd'hui Qui recrée accompagne des cafés pour dans le monde recréer des rural. cafés dans le monde rural avec 3500 habitants, moins de 3500 habitants, pour recréer du social, pour par exemple acheter la baguette de pain, acheter un journal, peut-être déposer un colis à la poste. Tout ça, ça recrée du lien social. Et en quatrième point, on a aujourd'hui aussi le plan d'action cœur de ville pour revitaliser certains centres-villes, centres-bourgs. C'est pareil, c'est de l'argent qui est mis en place par l'État. Par exemple, à Nogent, Romilly et Villenox sont dans ce plan d'action pour recréer du commerce de proximité pour les habitants. Olivier Girardin, sur la ruralité, sur les services publics aussi. Oui, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, je suis assez étonné, c'est les déserts médicaux. On est frappé de plein fouet par la question des déserts médicaux. Ouais. Et là-dessus, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre. Il faut évidemment travailler à revaloriser les moyens de payer les gens, mais aussi il faut développer sur les centres-bourgs des pôles qui soient des pôles d'excellence où on peut, en relation avec les agglomérations plus importantes, avoir en contrepartie de l'installation, parce que c'est ça aussi qu'il va falloir dire à nos médecins. C'est plus possible d'aller s'installer là où il y a déjà trop de médecins. Il va falloir passer un contrat avec ces professions médicales pour qu'elles viennent s'installer là où on a besoin d'elles. Contre leur gré? Parce qu'ils ne sont pas tous d'accord pour venir dans l'Aube ou dans... Est-ce que voilà, les uns et ils les préfèrent autres, le soleil est-ce que les souvent, autres, donc, est-ce que les uns et les autres, département du on est Sud. contre le fait qu'on paye nos études? Aujourd'hui, l'État paye nos études. On peut peut-être
en responsabilité, de manière tranquille et apaisée, passer un contrat avec les professions qui sont des professions médicales dont tout le monde a besoin, s'ils donnaient un peu de leur temps, un peu de quelques années, pour aller aux côtés de celles et ceux qui n'ont plus de quoi se soigner, en leur permettant de s'installer dans de bonnes conditions, de bénéficier d'infrastructures sur les agglomérations qui sont d'excellence, parce qu'on revitaliserait et avec les collectivités locales, je suis assez d'accord avec Didier Leprince, les collectivités locales font aussi beaucoup. Je pense que ce lien-là... C'est déjà terminé, messieurs. J'attire notre attention. On a compris sur vos propositions là-dessus. Le problème vient du nombre de médecins. Et du coup, nous, on a enlevé le numerus clausus. On va avoir 16 000 médecins formés d'ici 2027 au lieu de 8 000. On a compris. Vos propositions, elles sont à retrouver, bien entendu, sur vos programmes. Le rendez-vous électoral, c'est dimanche. Merci en tout cas à tous. C'est déjà fini. Dans un instant, c'est déjà fini. Je suis désolé. Bientôt un autre débat.